nos webinaires où il y avait des commentaires, des gens qui trouvaient ça pas assez agréable d'être face à un écran et vous voulez voir les gens parler. Ouais, parce que normalement, la personne qui parle, en fait, apparaît en grand. Ouais. Et justement, est-ce que vous... La façon d'afficher le... Est-ce qu'on y va ou... Alors, pour les personnes qui viennent d'arriver sur Zoom, si vous pouvez couper vos micros et vos caméras. Merci. Et dites-moi, les filles, quand vous êtes prêtes et je peux lancer le direct live. est-ce que moi, là, si je parle, la caméra est bien, c'est pas trop haut, trop bas? T'as un peu coupé tes cheveux en haut. Mais ouais, là, c'est bien. Là, c'est bon? Ok. Je peux y aller? Ouais, normalement, c'est bon. Bon, de toute façon, ça met un tout petit peu de temps à s'enclencher, donc je peux y aller, je pense. Laurent, il y a Wen, ça n'arrête pas de téléphoner, ça me coupe toute la connexion quand je parle, et je crois qu'elle cherche un joint. Et moi, ça me fout tout en l'air à chaque fois. Hop. Je ne vous ai pas perdu, bon, c'est déjà pas mal, mais je ne sais pas comment faire pour éviter que le téléphone sonne. Parce qu'en fait, ça me coupe la connexion à chaque fois. Oui, c'est vrai, tout à l'heure, ça te... Ouais, ça fait le deuxième coup de fil que je reçois et qui... donc j'enlève le son, mais je voudrais surtout... Et si tu refuses, si tu as un appel et tu le refuses? Oui, mais en fait, c'est à ce moment-là que ça coupe le partage de connexion. Et j'ai mis en mode nuit et ça ne marche pas. Comment faire? Enfin, normalement, à ce heure-là, plus personne m'appelle, sauf... Bienvenue à tous ceux qui sont là. Pour l'instant, on attend encore un peu, voir s'il y a du monde qui arrive. Et de lancer le live sur Facebook. C'est en cours, on est bientôt en live. Tu nous diras quand on peut commencer. C'est bon, vous pouvez commencer. C'est bon. Bon, on est que 11 pour l'instant, c'est pas grave, on commence quand même maintenant. Je te remets au Anaïs. Ok. Les gens ont l'habitude d'attendre 5-10 minutes hein, quand ils savent que... Comme vous voulez. Merci. On va attendre 3 petites minutes, voir s'il y a encore quelques personnes qui arrivent. Oui, on peut commencer, dit Cécilia. Ok. Hop. Bienvenue à tous, du coup, pour ce webinaire vers une constitution écologique avec la Convention citoyenne pour le climat. Pour ma part, je m'appelle Anaïs et donc je serai là principalement pour modérer ce webinaire et prendre vos questions. Ce soir, on accueille Valérie Cavanès, juriste internationaliste et présidente d'honneur de Notre Affaire à tous. Valérie a aussi été auditionnée pour la Convention citoyenne pour le climat. Et on a aussi Marine Izquierdo, avocate et membre de Notre Affaire à tous. Et elle est aussi chargée de plaidoyer pour notre constitution écologique pour le projet. Avant de leur donner la parole, je vais juste demander aux personnes qui sont avec nous sur Zoom d'éteindre leur vidéo et leur micro. Pour le dérouler, comment ça va se passer, je vais donner la parole à Marine et à Valérie qui vont vous rappeler un peu le projet en 1 heure environ, peut-être un peu moins. Et après, on passera à des questions, les questions que vous aurez à leur poser. Pour poser vos questions, je vous invite à les poser sur le chat du Zoom, donc que vous avez en bas, que vous pouvez ouvrir dans Converser. Et sinon, on prendra aussi les questions sur Zoom pour ceux qui nous suivent, les questions sur Facebook pour ceux qui nous suivent aussi sur Facebook. Pareil, si vous nous entendez mal ou autre chose, vous pouvez nous écrire sur le chat et on essaiera de régler ça. La fin de ce webinaire est prévue pour 20 h à peu près. On essaiera de finir pas trop tard pour pas que ça dure trop longtemps. Voilà. Et du coup, je laisse la parole à Marine.
Merci beaucoup Anaïs. Bonjour à toutes et à tous. Alors pour ce webinaire, on va dans un premier temps vous rappeler le projet et le contexte autour de notre constitution écologique. Puis je vous parlerai plus spécifiquement de la charte pour l'environnement. Ensuite, Valérie vous parlera des limites planétaires et de l'importance que revêt cette question. Et elle vous fera ensuite part de son retour d'expérience puisqu'elle a été auditionnée par la Convention citoyenne pour le climat. Donc, pour commencer sur le rappel du projet et le contexte, tout a commencé en juillet 2017, lorsque le gouvernement annonce une réforme constitutionnelle visant à inscrire l'impératif de lutte contre le changement climatique à l'article 34 qui définit le domaine de la loi. Alors, tout de suite, plusieurs interrogations se sont posées. Est-ce que cette réforme est nécessaire ? Est-ce qu'il faut enrichir le bloc de constitutionnalité ? Si oui, quelle partie ? Plutôt la charte ou plutôt la Constitution ? Quoi qu'il en soit, tout le monde a critiqué de manière unanime la démarche de l'insertion de la lutte climatique dans l'article 34, qui a été qualifié de greenwashing constitutionnel par les associations. Et même le Conseil d'État, dans son avis rendu plus tard le 3 mai 2018, a observé que cette disposition, donc d'insérer quelque chose à l'article 34, aurait sans doute peu d'incidence sur les compétences respectives du législateur et du pouvoir réglementaire. C'est pourquoi on a plutôt décidé de modifier l'article 1er qui énonce les principes fondateurs de la République. Et je laisse la parole à Valérie pour les discussions autour de ça. Oui, bonjour à tous. En fait, on s'est saisi en fait de cette opportunité et puis en même temps de cette réflexion entre l'article 34 et l'article 1er pour réfléchir à cette fameuse constitution écologique, c'est-à-dire comment proposer que dans le droit fondamental, dans les normes suprêmes de notre République, on puisse décider donc que la République puisse s'engager à protéger la biodiversité, à lutter contre le changement climatique, comme ça s'est fait d'ailleurs dans d'autres constitutions du monde. Juste pour vous donner des exemples, en République dominicaine, en Tunisie, en Côte d'Ivoire, même en Europe, des États européens ont inscrit la protection du climat ou le maintien d'un environnement sain pour les générations futures dans leur constitution. Certains ont écrit les choses autrement en parlant d'éliminer la pollution de l'environnement ou de s'adapter au changement climatique. Quoi qu'il en soit, c'est une question qui se pose dans beaucoup de pays. Et donc, on s'est saisi de cette question. Dans mon souvenir, c'était entre Noël et Jour de l'An 2017, où j'ai eu une discussion avec Dominique Bourg, qui était à l'époque vice-président de la Fondation pour la Nature et l'Homme, ex-Fondation Nicolas Hulot. Et moi-même, il a préfacé mon livre, Un nouveau droit pour la Terre, parce que justement, on a en commun de travailler sur réfléchir à respecter les limites planétaires, et puis en ce qui me concerne, l'idée donc de même les normer, c'est-à-dire en faire des normes contraignantes. Et donc on a commencé à travailler donc sur cette réforme constitutionnelle en se disant on ne peut pas se limiter qu'au climat, puisque c'était ce que voulait le gouvernement au départ. Il faut qu'on y intègre aussi donc la préservation de la biodiversité et au-delà finalement donc le respect de toutes les limites de la planète, les limites dites écologiques ou planétaires, en anglais planetary boundaries. Je vais y revenir, mais simplement pour faire comprendre que on avait besoin de proposer que la République, au final, si vous voulez, reconnaisse le principe d'interdépendance et le système propre au système Terre, qui est en fait que les écosystèmes sont interdépendants les uns des autres, que les grands systèmes terrestres, la biosphère, l'atmosphère, je peux peut-être le dire de façon plus simple pour ceux qui ne comprennent pas, mais si vous voulez, le cycle de l'eau, les océans, les sols, le climat, interagissent les uns avec les autres et que donc on ne peut pas se contenter simplement de vouloir protéger un climat stable ou simplement la biodiversité. Il faut penser à la pollution, il faut penser au déboisement, il faut penser à l'usage de l'eau douce. Voilà. Donc on a travaillé là-dessus et puis à ce moment-là, nos associations respectives, notre Affaire à tous et la Fondation pour la Nature et l'Homme,
se sont emparés de cette proposition commune. Et puis, chacune donc, a peaufiné avec ses propres juristes une proposition que Marine va vous lire, vous montrer, et qui ensuite a été directement proposée au gouvernement. Donc, dès février-mars 2018, on est venu donc, faire une proposition très concrète. Et des premiers pourparlers se sont engagés qui nous ont fait sentir dès le début que autant la lutte contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité, c'était assez évident pour le gouvernement, mais on va vous raconter un peu comment ils ont progressivement trouvé des moyens de se désengager, si je peux dire, au niveau de leurs responsabilités en tant qu'État. Mais par contre, les limites planétaires, s'opposant directement à la liberté d'entreprendre, puisque ça veut dire très concrètement poser un cadre contraignant aux activités humaines pour pouvoir respecter des seuils au-delà desquels on rentre dans un état planétaire qui devient dangereux pour l'humanité et puis au final dangereux pour la vie en général. Poser des contraintes, poser des problèmes à l'État très concrètement. Voilà, donc à partir de là, nous, on est resté sur une définition qu'on défend depuis, donc début 2018. Et Marine fait partie donc, des personnes qui ont créé un collectif, et elle va vous en parler, à partir d'avril 2018, pour justement mener une campagne citoyenne autour de cette proposition. Merci Valérie. En effet, à la suite de ces discussions donc, entre Notre Affaire à tous et la FNH, eh bien, a été lancé en avril 2018 l'appel pour une constitution écologique par Notre Affaire à tous, Climates, WARN et le REFED. Le REFED, donc, c'est le réseau des étudiants français en développement durable, et WARN pour We Are Ready Now. Et donc, on s'est regroupés tous les quatre sous le collectif Notre Constitution écologique. Et avec la proposition de modification de l'article 1er de la Constitution, que je vais vous montrer tout de suite dans un instant. Voilà, c'est la proposition suivante que je vais vous lire. La France est une république indivisible, laïque, démocratique, sociale, solidaire et écologique. Donc on avait rajouté solidaire et écologique. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Et ensuite, on a proposé d'ajouter le paragraphe qui suit. La République veille à un usage économe et équitable des ressources naturelles, garantit la préservation de la diversité biologique et lutte contre les changements climatiques dans le cadre des limites planétaires. Elle assure la solidarité entre les générations. Une génération ne peut assujettir les générations futures à des lois moins protectrices de l'environnement que celles en vigueur. Et ensuite, la fin de l'article 1er qu'on connaît. Donc, dans cette proposition, il y a 3 principales choses à retenir. Il y a garantir la préservation de la diversité biologique et la lutte contre le changement climatique, ça c'est une chose. Les limites planétaires et le principe de non-régression. Alors, sur les limites planétaires, Valérie l'a déjà évoqué, puis elle le détaillera un peu plus après, mais je vais quand même vous en reparler rapidement pour que vous ayez bien ça en tête pour la suite. Les limites planétaires, ça fait référence à 9 grands ensembles qui déterminent les conditions de durabilité sur Terre, avec pour chacun des seuils à ne pas dépasser. Et parmi ces 9 grands ensembles, on retrouve notamment la biodiversité et le climat, pour lesquels, vous vous en doutez, les seuils ont déjà été dépassés. Donc en fait, nous, ce qu'on veut, c'est que, en reconnaissant les limites planétaires, on reconnaisse, en fait, on consacre une évidence, c'est que le fait que nos ressources ne sont pas infinies. Tout ça pour tendre vers un mode de production et de consommation qui serait compatible avec ce que la Terre est en mesure de nous offrir. Quant au principe de non-régression, lui, alors c'est vrai qu'il est déjà contenu dans la loi pour la reconquête de la biodiversité du 8 août 2016 et qu'il a été codifié dans le Code de l'environnement à l'article L110-1 qui dispose « La protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. » Donc ce principe de non-régression, il est également très important. C'est pour ça qu'on souhaite le mettre dans l'article 1er de la Constitution. Et d'ailleurs, la Commission du développement durable avait soutenu l'intégration de ce principe dans son avis sur le projet de loi constitutionnelle en disant que c'est un principe de non-retour en arrière de politique publique environnementale. Mais par contre, c'est ce qu'on défendait, mais ce principe de non-régression n'a pas été retenu par les parlementaires qui l'ont jugé bien évidemment beaucoup trop contraignant.
Et d'ailleurs, sur les débats justement qui ont donné lieu à cette proposition de modification de l'article 1er, je laisse Valérie continuer. Oui, alors donc en fait le gouvernement, donc comme je vous l'ai expliqué, nous a fait comprendre qu'il allait proposer un amendement assez simple qui était en tout cas ensuite présenté à l'Assemblée nationale en comprenant qu'il faut que ça passe par deux chambres. Donc il faut que ça passe d'abord par le Parlement, par les députés, et puis ensuite par les sénateurs. Donc en juillet 2018, la proposition du gouvernement est arrivée sur la table des députés avec donc une proposition qui était la République agit pour la préservation de l'environnement et de la diversité biologique et contre les changements climatiques. Et donc des débats ont eu lieu, en particulier le 12 juillet, où d'une part nous étions nous avec notre proposition d'amendement et des députés qui nous soutenaient et qui ont donc pris la parole pendant les débats pour appuyer notre demande de reconnaissance des limites planétaires et puis aussi notre demande de garder un verbe qui soit engageant, qui soit fort, qui responsabilise véritablement l'État. Ça a été un moment assez croustillant. Moi, j'ai passé 10 heures de rang à les regarder sur Internet, parce que je ne vis pas à Paris. Et en fait, on a été même très surpris à ce moment-là, parce que différents groupes politiques, en plus de soutenir ce que l'on demandait, allaient encore plus loin. C'est-à-dire qu'ils reprenaient des plaidoyers que l'on a au sein de notre affaire à tous depuis plusieurs années, concernant par exemple la reconnaissance des communs naturels ou des biens communs mondiaux. Ça, c'est une proposition qui avait été faite par exemple par le groupe Jumelles socialiste. Certains comme le député Colombani ou la députée Obono, donc non affiliés, ou la France Insoumise, ont même demandé à ce qu'on reconnaisse dans la Constitution, comme en Équateur, les droits de la nature. Le principe de non-régression a été très bien défendu aussi. D'autres ont voulu effectivement parler de la résilience des écosystèmes pour montrer justement le principe écosystémique du fonctionnement du vivant. Et Mélenchon a proposé aussi que le bien-être animal soit inscrit dans la Constitution pour être en fait une porte d'entrée vers la reconnaissance des droits de la nature. Donc tout ça pour vous expliquer que je pense qu'on a été d'une part entendu, suivi par certains groupes politiques. Ça s'est d'ailleurs senti dans les années qui ont suivi pendant les campagnes européennes, où tous ces sujets-là sont revenus sur la table, même le crime d'écocide. Et au final, malheureusement, la majorité donc, n'a retenu que ce que le gouvernement avait proposé. C'est classique quand on a une majorité et que cette majorité regarde nos propositions innovantes un petit peu comme des propositions de l'opposition, a fini donc par voter en faveur de donc, cette fameuse phrase « La République agit pour la préservation de l'environnement et de la diversité biologique et contre les changements climatiques ». Et à partir de là, cette proposition devait donc ensuite passer par le Sénat en septembre. Et là, que se passe-t-il? En août 2018, c'est Marine qui va vous le raconter. Merci. Du coup, bouleversement dans l'agenda politique. On nous annonce le report de la réforme constitutionnelle suite à l'affaire Benalla. Donc, une fois que ça passe, on se dit que ça va reprendre. Et puis finalement, c'est le grand débat. Donc, un nouveau report. Donc, on se dit que ça va arriver pour début 2019. Et là, avec les contacts qu'on avait un peu au Parlement, on nous prévoit à peu près la reprise des débats pour janvier, puis ensuite on nous dit février, puis ça sera le printemps, et puis finalement juin 2019, là c'est sûr. Donc toute l'équipe de notre constitution écologique se mobilise à nouveau, refait le plaidoyer vraiment de manière intense, et là à nouveau mi-juin 2019,
annonce par le gouvernement du report sine die de la réforme. Et en fait, ce report, il fait suite à un désaccord entre le Sénat et le gouvernement qui concernait la réduction du nombre de parlementaires. Parce que vous savez que cette réforme constitutionnelle, elle ne concernait pas seulement la modification de l'article 1er de la Constitution, mais ça portait aussi sur d'autres aspects, dont la réduction du nombre de parlementaires. Et donc, vu qu'il y avait un désaccord entre le Sénat et le gouvernement, ça a tout bloqué. Report sine die, c'est-à-dire à une date ultérieure. Et du coup, là, on s'est dit, bon, bah, ça revient à quasiment abandonner la réforme. En attendant, le 28 août 2019, l'exécutif a quand même dévoilé un nouveau projet pour l'article 1er de la réforme constitutionnelle, intitulé « Pour un renouveau de la vie démocratique », désormais rédigé ainsi. La République favorise toutes les actions en faveur du climat et de la biodiversité. Donc là, on voit bien le retour en arrière, ce qu'on avait réussi à avoir, le verbe agir, finalement, là, ça devient favorise. À savoir qu'en choisissant cette terminologie, le gouvernement avait suivi les indications d'un avis rendu par le Conseil d'État le 20 juin 2019. Dans cet avis, le Conseil d'État a d'abord estimé que si l'article 1er de la Constitution n'a pas, en principe, vocation à accueillir l'énoncé de politique publique, il considère néanmoins que le caractère prioritaire de la cause environnementale, s'agissant d'un des enjeux les plus fondamentaux auxquels l'humanité est confrontée, justifie qu'elle prenne place à cet article aux côtés des principes fondateurs de la République. Donc jusque-là, tout va bien. Mais ensuite, le Conseil d'État il suggère quand même de substituer le verbe agir, car selon lui, cela affirmerait un principe d'action qui imposerait une obligation d'agir à l'État au niveau national ou international, comme aux pouvoirs publics territoriaux. Et du coup, le Conseil d'État a conclu que ce serait susceptible d'avoir des conséquences très lourdes et en partie imprévisibles sur leurs responsabilités, notamment en cas d'inaction. C'est évidemment tout ce qu'on voulait et qu'on n'a pas eu. Donc évidemment, cet avis du Conseil d'État a été très critiqué. Plusieurs spécialistes ont émis des avis, et notamment un avis d'Arnaud Gossman, spécialiste en droit de l'environnement, qui a dit que le Conseil d'État invite ici l'État à ne pas trop s'engager sur l'environnement, et le gouvernement a préféré une phrase creuse, ce qui vide de son sens cette réforme et en fait une révision purement symbolique. On voit donc que le Conseil d'État n'a pas vraiment saisi l'impératif climatique qui découle de l'urgence climatique, pourtant aujourd'hui solidement établi scientifiquement. C'est donc une révision minimaliste qu'on a eue et non radicale comme ce qu'on proposait avec notre proposition de loi. Néanmoins, la mobilisation a continué à travers la Convention citoyenne pour le climat nouvellement créée, qui s'est réunie pour la première fois en octobre 2019. Pour rappel, cette Convention citoyenne pour le climat, elle a pour objet de définir une série de mesures permettant d'atteindre une baisse d'au moins 40% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 1990, dans un esprit de justice sociale. Donc, du coup, on s'est dit qu'on allait essayer de faire porter notre projet de réforme de la Constitution à travers cette Convention citoyenne pour le climat. On a d'ailleurs déposé une contribution, puisqu'à un moment donné, la Convention citoyenne a invité les associations, les particuliers à déposer des contributions pour enrichir leurs réflexions. Et du coup, on a proposé notre projet en fait, de notre Constitution écologique. Alors, on n'a pas été les seuls à proposer une modification de la Constitution dans toutes les contributions. Néanmoins, c'est quand même celle qui allait le plus loin avec en plus le concept de limite planétaire et le principe de non-régression. Et Valérie a à cette occasion été auditionnée, puis elle va vous en parler un peu plus tard. Voilà pour le contexte, le rappel du projet. Je voudrais maintenant rapidement revenir sur la Charte de l'environnement, parce qu'au début, il y a eu beaucoup de questions sur à quoi ça sert de modifier la Constitution si on a déjà une Charte de l'environnement qui est dans le bloc de constitutionnalité. Et il y a plusieurs raisons à ça. Toutes ces raisons, je vais m'appuyer donc sur des articles de doctrine, notamment un article qui a été écrit par Christelle Cournil. Donc, une première raison, c'était qu'on ne voulait pas modifier la charte pour ne pas risquer d'ouvrir la boîte de Pandore en prenant le risque que ces principes, comme le principe de précaution ou le principe pollueur-payeur, soient à nouveau retouchés et avec une portée amoindrie. Donc ça, c'est hors de question, on ne préférait pas toucher à la charte de l'environnement. Une deuxième raison, c'est que quand on regarde les travaux préparatoires de la charte, il n'y a qu'une référence implicite au climat. Les changements climatiques sont évoqués assez marginalement. Et quand on regarde le texte de la charte elle-même, il n'y a pas du tout de référence explicite au climat. Alors, certes, la charte n'avait pas vocation à faire un inventaire de tous les enjeux environnementaux à défendre, mais certains ont été choisis plutôt que d'autres. On voit par exemple l'alinéa 5 du préambule de la charte, qui fait référence à la diversité biologique, mais en revanche, il y a une absence totale de lutte, une absence de mention de la lutte climatique dans la charte,
alors qu'elle constitue pourtant l'une des préoccupations majeures pour l'humanité tout entière, comme l'avait dit le Conseil d'État un peu dans son avis de 2018. Donc, cette charte, elle est bien. Sa constitutionnalisation, elle a participé à mettre en place une première phase de prise de conscience sur les défis environnementaux. Mais maintenant, depuis 2018, on assiste à une nouvelle phase de prise de conscience sur l'urgence climatique. Ensuite, un autre argument, c'est que cette charte de l'environnement, elle a une portée juridique limitée. C'est-à-dire que les dispositions de la charte n'instituent pas toutes un droit ou une liberté et par conséquent, elles ne permettent pas toujours la saisine du Conseil constitutionnel par le biais d'une question prioritaire de constitutionnalité qui permet un contrôle de la loi a posteriori. Et c'est notamment le cas des 7 alinéas qui précèdent l'article 1er de la Charte de l'environnement, pour lesquels le Conseil constitutionnel a très bien précisé qu'ils n'étaient pas invocables, qu'ils ne constituaient pas des droits ou une liberté. Ensuite, en ce qui concerne le principe de précaution, le Conseil constitutionnel se refuse à considérer que ce serait une norme constitutionnelle à l'aune de laquelle pourraient être contrôlées des dispositions législatives instaurant des mesures qui ne sont pas provisoires. Et ça, il l'a dit dans une note de synthèse relative à la décision sur la loi des OGM du 28 mai 2014. Enfin, tout ça pour vous dire que tout ce qu'il y a dans la charte a une portée parfois limitée. C'est pour ça qu'on trouvait que c'était insuffisant et qu'il fallait modifier plutôt l'article 1er. Et enfin, un dernier point, c'est qu'au final, tout dépend de l'interprétation des juges qui doivent oser et faire preuve de volontarisme. Parce qu'aujourd'hui, très peu de jurisprudence constitutionnelle aborde vraiment la lutte contre les changements climatiques. Alors, il y a certes une décision du Conseil constitutionnel de 2009 sur la mise en place du régime de contribution carbone qui a donné l'occasion aux juges constitutionnels d'énoncer un objectif de lutte contre le réchauffement climatique. Et quand on regarde son argumentation principale, elle n'a pas été réalisée sur la base d'un article de la Charte de l'environnement, même s'il semblait s'en inspirer. Du coup, on n'a pas d'enseignement vraiment sur la pertinence de la charte dans la lutte climatique pour le moment. Ça reste un bon instrument, avec une grande force d'interprétation de ses principes, mais il faut vraiment, dans ce cas, que les juges en fassent une interprétation poussée dans un contexte de multiplication des contentieux climatiques et de verdissement des constitutions dans le monde. Et juste pour vous citer un exemple, il y a un tribunal du district d'Oslo qui, dans un jugement du 4 janvier 2018, a estimé qu'au regard des travaux préparatoires de l'article 112 de la Constitution, découle un droit à un environnement sain opposable pour contester une décision publique autorisant un projet potentiellement climaticide, même si en l'espèce la violation n'a pas été reconnue. Donc on voit bien qu'il y a des cas avec des interprétations ambitieuses par les juges, et donc tout repose sur cette interprétation et sur la nature de l'obligation de la lutte contre les changements climatiques que les juges en feront. Est-ce que ce serait une obligation de moyens ou une obligation de résultat? C'est là tout l'enjeu. Voilà, je laisse maintenant la parole à Valérie pour les limites planétaires. Oui, si tu veux bien, Marine, je vais faire le lien en fait entre mon audition à la CCC et les limites planétaires. C'est-à-dire que je vais faire avec vous ce que j'ai fait avec la CCC. En fait, ce sont donc les citoyens qui ont demandé aux garants, vous savez, les garants de la Convention sont Mathilde Imer de Démocratie Ouverte et Cyril Dion. Et Mathilde Imer m'a contactée je ne sais plus, c'était en novembre ou en décembre, en me disant les citoyens veulent vous auditionner sur la réforme constitutionnelle, mais vous serez effectivement auditionné avec un autre juriste qui a une autre opinion des choses, et puis en présence donc d'une conseillère d'État qui, elle, fait partie de ce qu'on appelle le comité légistique de la Convention, c'est-à-dire un groupe de juristes issus soit du CESE, donc du Conseil économique, social et environnemental, ou du Conseil d'État. Et ces personnes-là ont été nommées pour conseiller les citoyens dans la rédaction de leurs recommandations, dans la rédaction de leurs propositions, selon voilà, leur vision du droit, enfin, selon le droit, mais aussi selon leur vision du droit, dans le sens où je dirais qu'ils cherchent à rester dans les clous, et c'est vrai que nos propositions perturbent un petit peu le débat juridique en osant quelque part transformer
les valeurs de la République au point, par exemple, comme je vous le disais tout à l'heure, de mettre en danger un principe constitutionnel qui est la liberté d'entreprendre, par exemple. Donc, le 11 janvier, le lendemain où Emmanuel Macron a joué à un jeu de questions-réponses avec les citoyens, c'est le 10 janvier, il est venu à la Convention et il s'est prêté donc à un jeu de questions-réponses où il a été sollicité pas mal même sur le crime d'écocide, etc. Le lendemain matin, je suis donc intervenue et j'ai essayé donc de faire comprendre à cette époque aux citoyens que pour moi, même si leur mandat était en lien avec la lutte contre le changement climatique, il fallait qu'ils soient courageux parce que la situation aujourd'hui mondiale demande effectivement d'être courageux, d'être innovant. Je vous rappelle quand même donc que on s'achemine si aucune action est menée pour arrêter l'usage des énergies fossiles. On s'achemine vers un +4, +5 degrés. Certains scientifiques nous proposent même une trajectoire à +7 degrés d'ici la fin du siècle, ce qui va complètement transformer la géographie du monde, parce que ça veut dire qu'il va y avoir des pays, des deltas, des îles qui vont disparaître par la montée du niveau de la mer. Et puis, on a aussi été alerté par les rapports de l'IPBES sur le fait que nous étions rentrés dans une 6e extinction des espèces. Et au-delà, et ça c'est le travail, donc ça va vous expliquer un petit peu mieux les limites planétaires, c'est le travail d'une équipe internationale qui était dirigée par Johan Rockström du Stockholm Resilience Center et Will Stephen de l'Université nationale australienne, qui en 2009 a identifié donc ces fameuses limites planétaires, c'est-à-dire ces fameux seuils au-delà desquels nous rentrons dans un état planétaire qui devient dangereux, et qui ont donc identifié des processus, des systèmes qui ne doivent pas être dépassés pour pouvoir nous développer dans un écosystème stable et sûr, et pour éviter aussi les modifications trop brutales de l'environnement planétaire. Ces limites planétaires, je vais vous les expliquer. Je ne sais pas, Marine, si tu peux partager ton écran. Il y en a une donc sur le changement climatique qui a Pardon, été... j'ai partagé l'écran, est-ce que vous voyez ou pas? Non, on te voit. Tout à l'heure, on te voyait aussi. On n'a pas vu ton partage d'écran. Eh ben, pourtant, j'essaye de partager l'écran là et donc je ne dois pas avoir d'autorisation. Je vais vous les citer, je vais vous les expliquer. Donc, il y a 2 limites qui sont dites fondamentales, qui concernent bien évidemment le changement climatique et l'érosion de la biodiversité. Voilà, super. Donc, le changement climatique, il y a un seuil qui est un peu complexe à comprendre, qui est en lien avec le changement du forçage radiatif global, mais un qui est facile à comprendre, qui est celui en lien avec le seuil de particules par million de CO2 dans l'atmosphère, pour rester en deçà de 1 degré d'ici à 2100, 1,5 degré. Et ce seuil doit être à 350 particules par million. Je vous rappelle simplement que avant l'ère industrielle, nous étions à 280 particules par million, et aujourd'hui, on oscille entre 408 et 411 particules par million. Donc, à l'échelle globale, c'est une limite planétaire que nous avons allègrement dépassée, et nous sommes encore dans une trajectoire ascendante. La crise de la pandémie n'a fait que donner une petite pause à cette situation. Il y en a une autre qui concerne l'érosion de la biodiversité, qui est en fait en lien avec le taux d'extinction dit normal des espèces, qui doit rester inférieur à 10 espèces par an, par million, sur 1 million. Et aujourd'hui, partout dans le monde, nous sommes plutôt à un taux d'extinction qui est 100 voire 1000 fois supérieur au taux dit normal. Donc nous sommes là aussi donc, dans une situation qui devient catastrophique. Ensuite, les autres limites planétaires concernent les apports d'azote et de phosphore à la biosphère et aux océans. Et ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire tous les intrants chimiques liés à l'agriculture et à l'élevage intensif que l'on met dans les sols, qui polluent les sols. Le phosphore et l'azote sont nécessaires pour que les plantes puissent pousser,
Simplement, quand ils sont en trop grande quantité, parce qu'on ne sait pas les doser, ils sont donc évacués par les eaux de pluie, ils sont amenés vers les rivières, ils eutrophisent les rivières, c'est-à-dire qu'ils tuent la vie dans les rivières, ils arrivent dans les estuaires, et c'est là où on voit se développer par exemple le phénomène des algues vertes, qui est en fait un symptôme d'asphyxie véritablement de la vie aquatique et de la vie marine. Et le phosphore, là aussi, altère le fond des océans. En arrivant dans l'océan, on doit rester en deçà donc d'une limite de puissance 10. Et ça, c'est un véritable problème. Un autre problème, c'est le changement d'usage des sols. Là aussi, on ne devrait pas convertir les forêts en culture de plus de 15% de la surface terrestre des terres dites émergées, c'est-à-dire libérées des glaces. C'est plutôt l'inverse aujourd'hui, on a perdu 80% de la forêt originelle du monde. Et donc, c'est une limite aussi à l'échelle globale qui a été dépassée. Il y a une limite concernant l'acidification de l'océan, c'est-à-dire le pH de l'océan qui doit être préservé. À l'heure actuelle, il s'acidifie pour plusieurs raisons. La principale est en lien avec le fait que l'océan capte le carbone en excès dans l'atmosphère. C'est la deuxième, je dirais, pompe à carbone. On parle tout le temps des forêts, mais on oublie qu'il y a un autre poumon, qui est le poumon bleu, qui est l'océan. Et depuis donc plusieurs dizaines d'années, il capte tout ce qu'il peut de carbone. C'est le phytoplancton qui travaille de cette manière-là et qui libère de l'oxygène. C'est pour ça que je dis que c'est un poumon. Le phytoplancton donc, joue le rôle des arbres dans l'océan. Et à force d'être saturé de carbone, son pH s'acidifie et en s'acidifiant, on constate donc qu'il y a une saturation de l'aragonite qui est en fait l'élément chimique qui constitue les coquillages, des mollusques, du phytoplancton. Et donc la vie marine est en danger aujourd'hui puisque le début de la chaîne alimentaire est en danger, ce qui se conjugue bien évidemment à la surpêche, etc., qui là va, elle, impacter la fin de la chaîne alimentaire des poissons et les gros mammifères marins. Il y a une autre limite à ne pas dépasser qui est en lien avec l'ozone stratosphérique. On a réussi, grâce à un traité international, à réduire le trou d'ozone qui a tendance aujourd'hui à se rouvrir. Et donc, là aussi, il faut être extrêmement vigilant. Et puis, une septième limite qui est en lien avec l'usage de l'eau douce. On sait que les prochaines guerres seront les guerres de l'eau. Il y a de moins en moins d'eau douce et d'eau potable sur Terre à cause de la pollution et à cause du changement climatique. Et donc, ça va devenir un enjeu géopolitique majeur. Et puis, il y a des limites qui n'ont pas été encore complètement déterminées, mais sur lesquelles il faut rester extrêmement prudent, parce qu'on ne connaît pas les effets à long terme, en particulier sur les générations futures, qui est la dispersion à tout va des aérosols atmosphériques et qui concentre donc des particules dans l'atmosphère sur des bases globales, mais aussi régionales. Et puis la pollution chimique, les composés radioactifs, les métaux lourds, les composés organiques synthétiques tels que les pesticides, tous les produits chimiques et sous-produits chimiques industriels à longue vie qui migrent dans les sols, qui migrent dans l'eau, qui sont dans nos corps, qui sont des perturbateurs endocriniens, qui provoquent les cancers. Voilà, donc je vous explique tout cela parce que vous voyez bien que tout est lié, c'est-à-dire que quand, je vous donne un exemple très concret, quand, par exemple, vous franchissez un point de bascule en lien avec la biosphère, quand la biosphère est endommagée, son érosion va impacter le climat. Hein. Quand vous déforestez trop, vous impactez le climat là aussi. La couverture végétale, le sol vont plus assumer leur rôle de régulation climatique directe. Et donc, entre la déforestation qui va entraîner une disparition locale des nuages et les sols qui sont endommagés, vous avez un emballement climatique en plus effectivement de l'émission de gaz à effet de serre. Donc j'ai essayé d'expliquer ça d'une part aux citoyens et puis de leur faire prendre conscience que ce n'était pas une lubie. C'est pas une lubie parce que cet outil des limites planétaires, et c'est ce que je fais aussi quand je discute avec des députés, est aujourd'hui reconnu comme un outil
de suivi des objectifs de développement durable qui ont été déterminés par les Nations Unies. Donc, depuis 2012 déjà, les Nations Unies utilisent l'outil des limites planétaires pour déterminer si notre environnement reste stable, n'est pas trop perturbé. Et la Commission européenne, elle, dès 2011, a aussi reconnu les limites planétaires comme un outil important de suivi des objectifs de l'Europe. Et à notre grande surprise, en octobre 2019, on a découvert que le ministère de la Transition écologique utilisait là aussi les limites planétaires pour déterminer l'état de l'environnement en France et reconnaissait dans son rapport, que vous pouvez trouver en ligne, que la France avait dépassé 6 des 9 limites planétaires sur son propre territoire, sachant qu'à l'échelle globale, on en a déjà dépassé 4. Donc, basculer finalement d'un outil scientifique, d'une théorie scientifique, vers un système normatif nous paraît être essentiel. Et je pense que pendant ce débat, le 11 janvier, beaucoup de citoyens qui étaient présents, qui à l'époque constituaient l'Esquad, c'est-à-dire un groupe de citoyens au sein de la Convention qui était dit transversal et qui cherchait justement à travailler sur des propositions systémiques, puisque les autres groupes, se nourrir, se déplacer, avaient des mandats qui leur étaient propres, ont bien compris la situation. Et ils sont d'ailleurs revenus vers moi dans les mois qui ont suivi, en particulier pendant la pandémie, en me disant, mais en fait, cette réforme de la Constitution est absolument essentielle et il faut absolument qu'on travaille sur cette notion de commun naturel à préserver et donc aussi sur cette notion de limite planétaire. Et ils ont donc organisé, même en dehors des sessions, entre eux, des débats avec des juristes, débats auxquels j'ai participé, mais aussi Marianne Cohandé de la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme, ou Mireille Delmas-Marty du Collège de France, et toutes les trois, donc on a travaillé avec eux à la manière donc d'argumenter, si je puis dire, au sein global de la Convention pour avancer sur ces sujets-là. Et pendant la pandémie, ils se sont en plus rendus compte justement de ce fonctionnement systémique du vivant, comprenant comment une pandémie planétaire révélait nos liens d'interdépendance entre États, mais aussi avec la biodiversité, puisque cette pandémie, et quelle que soit la raison pour laquelle elle a démarré, moi je n'ai pas la connaissance de ce sujet-là, ce dont on est absolument sûr, c'est que ce Covid était hébergé par des chauves-souris, et que d'une manière ou d'une autre, le contact a été fait avec l'humain, un contact qui n'aurait pas dû avoir lieu si on n'avait pas déforesté et si on ne s'était pas rapproché trop près d'espaces et d'espèces qui auraient dû rester totalement sauvages. Donc ils ont même pris l'initiative, je ne sais pas si vous l'avez suivi, mais de sortir 50 propositions, 50 mesures systémiques en lien avec la pandémie, en lien avec le Covid, en attendant les futurs débats, c'est-à-dire la dernière session qui a lieu ce week-end, vendredi, samedi, dimanche, où là, tous les groupes vont remettre, après de longues discussions, après d'âpres négociations avec le conseil légistique, c'est-à-dire les conseillers d'État et du CESE qui n'ont pas tellement envie, je vous le dis entre nous, de voir des propositions trop ambitieuses sur la table, vont voter les propositions qu'ils vont faire, donc qu'ils vont donner au gouvernement. Normalement, elles seront publiques, d'après mes contacts, dès dimanche soir. Voilà. Et c'est vrai que moi, je suis assez impatiente parce que j'ai défendu donc, cet amendement proposé par notre constitution écologique et au-delà même la Fondation Nicolas Hulot. Mais j'ai aussi défendu la reconnaissance par la loi du crime d'écocide
et la création d'une haute autorité pour les limites planétaires. Et ça, c'est le groupe Se Nourrir qui s'en est emparé. Et je vais d'ailleurs faire un webinaire sur le sujet lundi prochain pour commenter cet aspect-là des propositions, qui est donc une proposition par la loi et non pas par la Constitution. C'est deux domaines différents, même s'ils se rejoignent à travers cette notion de limite planétaire qui apparaîtrait, mais c'est aussi, je dirais, une double garantie. C'est-à-dire que si ça ne passe pas par la Constitution, parce que réformer le processus de réforme constitutionnelle, je vérifie que je ne suis pas en train d'empiéter sur les thématiques suivantes. Marine, tu m'arrêtes sinon. Mais le processus donc, de réforme constitutionnelle est très cadré. Il doit passer, si l'on veut que ça soit... En fait, les citoyens rêvent que leurs propositions passent au référendum. C'est-à-dire que ce soit les citoyens français qui votent leurs propositions sans filtre, et que finalement ni le gouvernement ni l'Assemblée n'aient leur mot à dire sur le sujet. C'est assez compliqué concernant la réforme constitutionnelle parce que le président ne peut pas faire une proposition de référendum, à référendum en direct. Il n'y a que le général de Gaulle qui a osé le faire. Il est obligé de le présenter au gouvernement. Le gouvernement le présente à ce moment-là aux deux chambres. Et là, il y a un risque forcément que notre proposition, une fois de plus, soit, même si elle est retenue par les citoyens de la Convention, soit amoindrie, soit délitée. Et c'est pour ça aussi que j'ai rencontré les citoyens de la Convention sur le crime d'écocide et la création d'une haute instance aux limites planétaires qui aurait à charge de passer au filtre toutes les lois et toutes les propositions de loi à travers le prisme des limites planétaires, parce qu'une loi, elle, peut être proposée à référendum en direct. Donc c'est un grand suspense qui est en train de se jouer. Et je pense qu'avec Marine, on proposera d'ailleurs un autre webinaire pour commenter les résultats, et peut-être en invitant des citoyens, pourquoi pas Marine, pour aussi nous raconter comment ça s'est passé en interne, quand ils seront libres de nous le raconter, parce que pour l'instant, ils ont un devoir de réserve, et voilà, ils ne peuvent pas tout nous dire. Bien. Merci Valérie. On comprend bien donc l'importance de ces limites planétaires et les enjeux qui en découlent, ainsi qu'avec la Convention citoyenne pour le climat. Et du coup, on peut maintenant s'interroger sur la nécessaire réforme de la Ve République, voire d'une Sixième République, pour réformer notre Constitution et nos institutions pour les adapter aux enjeux environnementaux actuels. Parce que c'est vrai que depuis plusieurs années, on entend parler d'une Sixième République. Et comme le disait Guy Carcassonne, le rêve de la Sixième République est aussi vieux que la réalité de la Cinquième. Mais il faut continuer d'y réfléchir parce que l'impératif de lutte contre les changements climatiques et de préservation de la biodiversité, ça questionne non seulement notre édifice constitutionnel, mais aussi plus largement notre démocratie en nous obligeant à repenser en profondeur nos institutions. Et aujourd'hui encore, la nature du régime politique est difficile à qualifier. Certains parlent de régime parlementaire, d'autres de régime semi-présidentiel ou semi-parlementaire, ou de régime présidentialiste, voire de régime parlementaire bireprésentatif ou régime parlementaire à forte domination présidentielle. Donc, on voit bien que maintenant, il faut vraiment adapter nos institutions aux enjeux du long terme pour y intégrer le savoir scientifique, la nature et les générations futures. Et on a besoin donc d'un fort référentiel dans cette constitution. À l'étranger, on assiste même à une constitutionnalisation des droits de la nature, comme tu le disais Valérie un peu avant. Oui, c'est pourquoi il y a des personnalités qui travaillent sur ces idées-là depuis très longtemps, bien avant nous même. Je pense par exemple à Dominique Bourg, qui avait proposé, et qui est d'ailleurs très déçu, puisqu'il propose depuis 2011, idéalement dans le cadre d'une Sixième République, pour les raisons que je vous ai expliquées, de difficultés de réforme constitutionnelle en France, de créer une troisième chambre qu'il avait appelée à une époque la chambre du futur. C'est une chambre où il y aurait une concertation entre citoyens, entre élus et entre scientifiques.
et qui permettrait, à travers cette troisième chambre, de défendre les intérêts des générations futures et justement d'avoir ce rôle de contrôle, par exemple à travers le respect des limites planétaires. Ça revient un peu, si vous voulez, nous on a essayé de trouver cette solution de la haute autorité des limites planétaires qui regrouperait en son sein différentes hautes instances qui existent déjà, comme celle du climat par exemple, mais en ayant donc 9 groupes de travail pour chacune des limites, avec des scientifiques qui auraient à charge véritablement d'avoir ce suivi des activités humaines en France, des activités industrielles, pour voir si il y a un risque avéré de franchissement de ces limites et tenter à tout prix donc de rester dans un état planétaire, en tout cas dans une France qui respecterait les limites écologiques de la planète et le principe de finitude. Il a donc, pour sa part, lui, plutôt réfléchi dans le cadre d'une 6e République. Et c'est vrai que si nous avions une 6e République, nous pourrions aller beaucoup plus loin. Nous pourrions réécrire en fait nos normes de façon à renverser l'échelle des normes. Pourquoi je parle de renverser l'échelle des normes? Parce qu'aujourd'hui, notre droit est anthropocentré, c'est-à-dire que le droit occidental s'est construit autour de la dignité et de la valeur humaine et défend avant tout, donc, d'une part, les droits fondamentaux humains, d'autre part, le maintien de la paix et donc les relations entre les États, et puis tente de trouver des consensus, si je puis dire, avec le droit commercial. Je dis pourquoi tente de trouver des consensus, parce que le droit commercial, c'est quand même construit quelque part en parallèle du droit des États, en parallèle du droit international. Les multinationales ont œuvré de manière à construire un droit qui est indépendant, qui est géré par l'Organisation mondiale du commerce, par la Banque mondiale, avec ses propres traités internationaux, avec parfois même la création de tribunaux d'arbitrage privés qui sont capables de renverser des décisions de justice de la Cour de justice internationale, par exemple. Donc, on voit bien qu'il y a des forces en présence qui sont extrêmement puissantes et qui au quotidien, dans notre travail, bloquent toutes les possibilités d'avancer qui mènent à un lobbying inverse, si je puis dire, et qui veulent absolument pas qu'on aille encore plus loin. C'est-à-dire, ce qu'on propose, c'est de dire que le droit commercial doit s'assujettir aux droits humains, respecter avant tout les droits humains et le droit de l'environnement. C'est d'ailleurs l'objet d'un traité international en négociation depuis plus de 5 ans à l'ONU, qui souhaiterait contraindre les multinationales au respect des droits humains et de l'environnement. Mais au-delà, pourquoi pas reconnaître ce principe écosystémique du vivant, nos liens d'interdépendance avec le reste du vivant, et considérer qu'aujourd'hui, si l'on veut éviter une dégradation majeure de la biodiversité, il faut trouver une solution juridique. Cette solution juridique pourrait être, pour prévenir de futurs dégâts, de reconnaître d'une part les éléments de la nature pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire que pour une rivière, une forêt, des espèces animales sont des entités vivantes qui ont un rôle à jouer pour maintenir la vie sur Terre, et que de ce fait, ils devraient pouvoir non plus être des objets appropriables, des choses en droit, mais des sujets de droit au même titre que les humains, et d'ailleurs au même titre aussi, nous le pensons, que les générations futures. Parce que ce qui manque aujourd'hui dans le droit, c'est d'une part un droit transgénérationnel qui pose des obligations aux générations présentes, des devoirs aux générations présentes vis-à-vis des générations à venir, et qui puisse permettre d'aller en justice de manière préventive, mais oui, de manière préventive pour préserver les droits fondamentaux des générations futures. Je vous donne un exemple très concret que l'on connaît en France, le scandale du chlordécone. Le chlordécone a pollué pour 700 ans. 700 ans les sols de la Martinique, de la Guadeloupe, ce qui veut dire que les sols et l'eau en Martinique et en Guadeloupe, on compte aujourd'hui déjà un nombre de cancers
extravagants, en particulier le cancer de la prostate, où en Martinique, on a une augmentation de 95% de personnes qui sont victimes de cancer, mais on sait surtout que pendant des générations et des générations, les enfants à naître vont vivre eux aussi cette pollution. Et on n'a aucun recours aujourd'hui pour défendre ces générations futures. De la même manière, en France, on a un principe, depuis 2016 dans le Code civil, qui est le principe de préjudice écologique pur, et qui est un principe innovant parce qu'il reconnaît la valeur intrinsèque des écosystèmes, c'est-à-dire détaché finalement de l'humain, dans le sens où on ne cherche pas dans un jugement à chercher des victimes humaines ou des victimes économiques, mais où on peut poser dans un procès le principe de la protection de la valeur intrinsèque d'un écosystème, mais on ne peut le faire, et son nom l'indique, préjudice écologique, on ne peut le faire que quand la catastrophe est déjà arrivée. Si on avait la possibilité aujourd'hui de défendre le rôle à jouer d'un écosystème, d'une forêt, d'un fleuve, d'une espèce animale, d'une espèce végétale, devant un juge, si on pouvait être quelque part les représentants de la nature, et donc reconnaître la nature comme sujet de droit, alors on serait beaucoup plus en capacité de protéger les droits fondamentaux humains sur le long terme. Parce que si effectivement cette 6e extinction n'est pas freinée, et si l'on n'est pas non plus en capacité de freiner le changement climatique, alors il est évident que le droit à l'eau, le droit à un air pur, le droit à un environnement sain, le droit à la santé, le droit à l'alimentation, le droit même à l'habitat, vont devenir des droits qui vont être menacés pour les générations des décennies qui viennent. Voilà. Donc, nous demandons effectivement, idéalement, à renverser cette échelle des normes, assujettir le droit commercial aux droits humains et protéger les droits humains par la reconnaissance des droits de la nature, puisque, après tout, les humains font partie de la nature, nous sommes l'un des éléments de la nature, et donc il nous semble cohérent de le faire, et c'est vrai que de plus en plus d'États dans le monde reconnaissent soit constitutionnellement les droits de la nature, c'est le cas en Colombie, mais c'est le cas aussi dans 3 États au Mexique par exemple, soit reconnaissent les droits de la nature dans la loi, c'est le cas en Bolivie, c'est le cas en Ouganda, c'est le cas en Nouvelle-Zélande, c'est le cas aussi par des villes aux États-Unis, une 30aine de villes, par des villes au Brésil, en Argentine, qui ont une capacité à légiférer, ce qu'on n'a pas nous en France, puisqu'on n'est pas assez décentralisé pour cela. Ou alors, ça arrive par des jurisprudences, c'est-à-dire des cours de justice en Colombie, en Inde, au Bangladesh, qui décident d'attribuer la personnalité juridique à une rivière, à une forêt, à des glaciers, au règne animal, un petit peu partout sur la planète, pour justement enrayer la pollution, enrayer la destruction des écosystèmes, parce qu'ils se disent que, je pense par exemple au cas colombien qui a reconnu la personnalité juridique de l'Amazonie colombienne, après avoir été saisi par 25 jeunes qui considéraient que leur droit à un environnement sain et un climat stable était menacé par la déforestation galopante de l'Amazonie, se sont dit, mais en fait, la meilleure des manières, c'est que l'Amazonie puisse se défendre en justice. Et l'Équateur, pour ceux que ça intéresse, c'est un cas passionnant parce que ils ont reconnu les droits de la nature dans leur constitution, une constitution qui a été écrite par les citoyens, par les communautés autochtones, par les associations et par les élus, ensemble, hein, dans un processus rare dans le monde. Et on sait aujourd'hui qu'il y a eu plus de 30 procès où les droits de la nature ont été évoqués et plus de 25 ont été gagnés, c'est-à-dire très concrètement qu'une rivière a gagné face à un projet de route, qu'une mangrove a gagné face à un projet industriel de ferme industrielle, que l'espèce requin a gagné face à un bateau chinois de pêche. Voilà, donc ça nous paraît étonnant, mais quelque part, ne serait-ce pas la meilleure des manières, au final, de véritablement préserver nos conditions d'existence dans le futur.
Voilà, merci Valérie. C'est tout pour cette présentation. Du coup, on vient donc de vous retracer l'historique de tout le projet et tous les enjeux qui en découlent. Et d'ailleurs, c'est pas fini, hein, puisqu'encore une fois, la dernière session de la Convention citoyenne pour le climat, ça va être ce week-end, du 19 au 21. C'est là qu'ils vont présenter leurs mesures. Donc, il va falloir à nouveau se mobiliser. Il va y avoir une campagne de mobilisation en soutien à cette Convention citoyenne pour le climat. Donc, surtout, continuez bien de nous suivre, hein, que ce soit notre constitution écologique ou bien les 4 porteurs dans notre affaire à tous, parce que ça va continuer. Voilà, on espère que ça a été clair à la fois pour les juristes et les non-juristes. Et Anaïs, du coup, je pense que tu peux voir pour les questions. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Vous êtes pile à l'heure. Incroyable. Pile dans les temps. Ok, bon, j'ai noté quelques questions. Du coup, je vais essayer de les poser à Marine et Valérie. Et si jamais je vous oublie, vous pouvez me remettre un petit commentaire sur Facebook ou sur le Zoom. Vu qu'on a fini par la Convention citoyenne pour le climat, j'avais 2 questions à ce propos. La première, c'est un peu comme voilà, si les rapports du CESE sont un peu enterrés de temps en temps, est-ce que vous croyez que les propositions de la CCC sont retenues? Et il y avait aussi la question de à quoi ressemblerait la question en référendum sur notre constitution écologique. Alors moi, je peux peut-être répondre sur la CCC déjà. Vous l'avez tous vu, hein, même si c'était très, très léger comme engagement, Emmanuel Macron a bien fait comprendre que la deuxième partie de son mandat devra inclure, je dirais, l'écologie. Puisque, en fait, c'est vrai que dans la première partie, donc comme je vous l'ai expliqué, Dominique Bourg avait obtenu que Emmanuel Macron fasse même campagne autour de cette troisième chambre du futur. Et puis, dès qu'il a été élu, il l'a mis au placard. Nicolas Hulot n'a jamais réussi à se faire entendre et il a fini par démissionner. Tout le monde est en droit de douter sur cet engagement-là. Et ce dont je suis quasiment sûre, c'est qu'il va surfer sur la Convention citoyenne pour le climat pour donner l'impression, d'une part, d'écouter le peuple et d'autre part, de présenter des propositions dites écologiques. Ce dont je suis aussi presque sûre, c'est que tout est fait pour que, comme il va pouvoir, et même s'il dit qu'il va les prendre sans filtre, du fait même du processus constitutionnel de réforme de la Constitution, ils vont pouvoir en sous-main, de toute façon, faire en sorte de revenir à la proposition de 2018 du gouvernement, mais en la faisant passer pour celle des citoyens. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est mon avis. Je pense que c'est ça la stratégie. Ce qui, par contre, énerve énormément d'ONG avec lesquelles je suis en contact, vous savez, à la sortie de la pandémie, sortie à mon avis précaire, hein, on voit ce qui est en train de se passer en Asie, je pense qu'on va se reconfiner bientôt, mais cela étant dit, à la sortie de la pandémie, on a tous parlé du jour d'après. Et il y a eu des dizaines et des dizaines d'initiatives de groupes d'ONG, de citoyens, etc., qui se sont mobilisés, qui sont même coordonnés pour essayer de faire des propositions pour le jour d'après-crise. Et ce qui ressort de cela, c'est qu'en fait, le gouvernement n'écoute ni les experts, ni les ONG, la société civile. J'ai vraiment le sentiment que Emmanuel Macron ne va s'intéresser qu'à ce que les citoyens de la Convention vont produire. Et c'est pour ça que j'ai hâte de savoir ce qui va sortir et comment ça va être interprété par le gouvernement, parce que je pense que les citoyens qui auront fait des propositions et s'ils ont le sentiment que le gouvernement les filtre ou les transforme, ne vont pas lâcher l'affaire. Et c'est là où cette campagne dont vous a parlé Marine me semble essentielle, parce que je veux d'abord savoir comment ça se passe et ensuite être quelque part là pour aider les citoyens qui veulent vraiment faire avancer les choses de la Convention citoyenne. Et notre campagne, elle va s'articuler avec eux. C'est-à-dire que
S'ils sont furax, eh ben, on sera furax avec eux. S'ils sont contents, on le dira. Voilà. Mais quelque part, il faut aussi, même s'il y a une forme d'hypocrisie de la part du gouvernement dans la manière de verdir son image, il va falloir qu'on surfe sur ce terrain-là. Ensuite, je ne me souviens plus très bien de la deuxième question. Peut-être que Marine, tu t'en souviens, tu peux y répondre. Je crois que c'était à quoi ressemblerait un référendum avec notre proposition, Quelle c'est serait ça? la question en fait? C'était de savoir quelle serait la question qui serait proposée aux citoyens. Bah, nous, idéalement, on espère que ce sera notre proposition de modification de l'article 1er, que ce ne sera pas filtré et que ça reprendra à la fois l'obligation d'agir pour la préservation de la biodiversité et la lutte contre les changements climatiques, avec la notion des limites planétaires et le principe de non-régression. Ça, c'est dans l'idéal. Maintenant, on verra, est-ce que ce sera juste une modification de l'article 1er qui dira juste la République agit ou... Bon, c'est toute la question. On espère que ça ira plus Il y loin. a 2 étapes. Il y a l'étape de la Convention citoyenne. Donc, on va voir sur toutes les propositions qui ont été faites par les citoyens en termes de réforme constitutionnelle, laquelle va être votée ce week-end. Est-ce que ce sera la nôtre? Est-ce que ce sera quelque chose de très proche ou complètement minimaliste? Ça, on ne sait pas. Et à partir de là, c'est là où, si vous voulez, quand Emmanuel Macron a dit aux citoyens « Je prendrai vos propositions sans filtre », c'est faux. C'est faux parce que le processus de réforme constitutionnelle impose un filtre, puisqu'il ne peut pas décider, ou alors il ferait vraiment une entorse au droit constitutionnel, mais jusqu'à présent, il a toujours dit qu'il ne le ferait pas. Il ne peut pas décider tout seul de prendre la proposition des citoyens et de la mettre telle qu'elle à référendum. Il est obligé de l'envoyer au Parlement et donc à l'Assemblée et au Sénat. Et même si des députés, il y a quelques jours, ont écrit une lettre aux citoyens de la Convention en leur disant on soutiendra vos propositions et on portera vos travaux au sein de l'Assemblée nationale. C'est pas le cas de tous. Hein. Moi, j'ai vu d'autres députés me dire, quand je leur ai dit, mais est-ce que vous êtes prêts à vous emparer des idées des citoyens? Et il m'a répondu, on a été élus par le peuple, chacun son boulot, la démocratie, on la représente nous aussi. Et donc, je sais bien qu'en interne, il y a des parlementaires qui ne sont pas du tout contents de ce processus de démocratie délibérative. Donc, il y a un risque que même si le texte est celui qu'on l'on espère, il n'arrive pas, la question qui sera posée au référendum ne sera pas celle qu'on voulait. Voilà. C'est aussi pour ça qu'on travaille en parallèle sur des propositions de loi qui, elles, pourraient passer à référendum telles quelles. Ok, merci beaucoup pour la réponse. Je continue sur la CCC vu que le sujet est lancé. On a une question là de savoir, Valérie, ce que vous en pensez du fait d'avoir Catherine Tissot-Collet, la lobbyiste de la pollution au sein de la CCC. Et j'enchaîne avec une autre question. Quels sont les grands arguments des personnes, donc par exemple, qui ont été interrogées avec vous par la CCC contre cette constitution écologique? Quels sont les grands arguments contre qui sont émis? Et donc, je répète, l'autre, c'est que pensez-vous d'avoir la lobbyiste Catherine Tissot-Collet? Alors, c'est toujours pareil. Le problème de la Convention citoyenne pour le climat, c'est qu'il y a les citoyens qui ont été tirés au sort, il y a le comité légistique, il y a les coordinateurs, si je puis dire. Et donc, que ce soit du côté des organisateurs ou du côté des citoyens, par définition, même au sein des citoyens, si vous voulez, c'est ça que je veux dire, vous avez des gens qui sont de tous bords politiques, qui ont des idées complètement différentes les uns des autres. Et je sais que les débats ont été parfois extrêmement houleux. Et le fait qu'il y ait des lobbyistes, pour les citoyens qui étaient gilets jaunes, de gauche, etc., il y a eu des clashs. Il y a eu des clashs très forts. Moi, si vous voulez mon avis personnel, je trouve pas normal. Je pense qu'ils auraient dû avoir un comité légistique
euh, juridiques, mais qui seraient par exemple des professeurs de droit, mais qui n'avaient pas de lien avec l'État. Le fait qu'ils viennent du CESE, du Conseil d'État, etc., ça fait planer le doute sur le fait de ne pas savoir pour qui ils travaillent, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pareil pour cette dirigeante de multinationale. Ça pose question. Ça pose question. Ensuite, vous me demandiez justement quelles avaient été les réactions. Donc là aussi, ça dépend de qui on parle. Quand je suis intervenue sur la réforme constitutionnelle, il y avait donc Julien Bétail qui était là pour présenter donc ces idées qui étaient plutôt de l'ordre de dire le droit de l'environnement est suffisant, mais il est mal appliqué et il n'y a pas assez de moyens et pas assez de formation des magistrats, etc. Et donc, il n'était pas en faveur d'une réforme constitutionnelle. Et puis, il y avait donc cette conseillère d'État qui fait partie du comité logistique, qui essayait d'être neutre, mais qui montrait bien les problèmes en disant ouais, mais là, il faut enlever de la Constitution la liberté d'entreprendre, il faut enlever de la Constitution la liberté individuelle. Enfin, vous voyez, elle posait en fait des pavés dans la mare pour dire mais vous vous rendez bien compte de ce que ça veut dire. Voilà, si on respecte les limites planétaires, alors ça veut dire que toutes les entreprises, toutes les industries vont devoir tout d'un coup accepter dans un cadre qui limite leur liberté d'entreprendre. Et puis du côté des citoyens, alors ça c'est une anecdote mais que je trouve assez drôle, j'ai eu une citoyenne qui est venue me voir en me disant moi votre réforme constitutionnelle elle me pose un gros problème, mais elle est venue me voir en aparté parce que de manière générale ils étaient plutôt pour, hein. Ils posaient des questions très pertinentes etc, mais ils étaient plutôt pour. La seule difficulté pour eux c'est que vous avez les pragmatiques qui vous disent ouais mais ça passera pas, donc il faut qu'on fasse quelque chose de, il faut qu'on mette la République est écologique. Comme ça, on est sûr que ça passe. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose d'extrêmement simpliste comme ça. Et puis, vous avez donc les révolutionnaires. Donc là, vous avez des gens qui s'opposent. Et il y en a une qui est venue me voir en disant, moi, ce qui me pose problème dans votre texte, c'est le mot solidaire. Parce que je ne sais pas si vous avez fait attention quand Marine vous l'a lu, mais tu peux peut-être remettre. Ouais, je vais repartager là, voir si voilà, ça c'était ni écologique, ni la lutte contre le changement climatique, ni non, rien de tout ça. C'était le mot solidaire, parce qu'elle considérait que si on mettait le mot solidaire, ça voulait dire que les riches devaient devenir solidaires des pauvres, et elle ne l'a pas dit comme ça, elle m'a dit, ça veut dire que quelqu'un qui ne peut pas payer son loyer, alors le propriétaire du logement n'a pas de recours, ou quelqu'un qui touche le RSA et qui ne fait pas d'efforts, tout le monde doit continuer à cotiser pour lui. Et là, bon, j'ai bien vu, si vous voulez, de quel côté elle se plaçait dans l'échiquier des solidarités, mais c'est pour vous montrer en fait qu'on avait vraiment des personnes qui représentaient vraiment toute la société française. Et parfois, j'ai été surprise. Voilà. J'étais surprise sur le mot solidaire. Et pourquoi on a proposé que le mot solidaire apparaisse? C'est parce qu'on considère qu'il n'y a pas de distinction entre les inégalités environnementales et les inégalités sociales, puisque tout indique aujourd'hui que les personnes les plus impactées par le changement climatique et par l'érosion de la biodiversité sont aussi les personnes les plus pauvres ou les plus vulnérables dans le monde, mais en France également. Donc, associer les deux mots permettait de faire le lien entre les inégalités environnementales et les inégalités sociales. Sur le mot solidaire, Valérie, c'est vrai que quand on avait été reçu aussi, quand on faisait notre plaidoyer là, avant la reprise des débats qu'on croyait être pour juin 2019, on avait été reçu par le cabinet du Premier ministre et on nous avait gentiment expliqué que solidaire, c'était pas possible parce que ça soulevait plein d'autres questions, notamment pour la PMA, enfin, d'autres questions de société. C'était pas possible d'avoir ça dans l'article 1er de la Constitution. Ok, merci beaucoup. Je vois qu'on parlait des entreprises et du coup, on va enchaîner là-dessus. Alors, on nous demande, on me dit, la liberté d'entreprendre fait partie des droits et des libertés fondamentales reconnus par la Constitution. En quoi l'écologie pose-t-elle, enfin, en quoi la liberté d'entreprendre pose-t-elle un problème vis-à-vis de l'écologie?
Et un peu en lien avec ça, on nous demande si, par exemple, cette proposition permettrait de bloquer un peu les effets de la 5G, enfin voilà, de faire quelque chose à propos de la 5G et de ses effets néfastes, si jamais c'était accepté. Marine, je ne l'ai pas sous les yeux. Est-ce que toi, tu te souviens donc de la décision assez extraordinaire qu'il y a eu justement, c'était en janvier, je crois, hein. En janvier, le 31 janvier, la suite du Conseil constitutionnel par rapport à le patrimoine commun. Il faut que je la retrouve. Je vais la retrouver. En tout cas, c'est un sujet qui commence à être mis sur la table puisque voilà, on a eu une décision assez exemplaire et qui ouvre la voie au fait qu'on peut très bien avoir dans la Constitution plusieurs principes. Simplement, à un moment donné, il faut déterminer lequel prime sur l'autre. Et ça peut se faire donc justement lors d'une question de constitutionnalité, ce qui s'est produit en janvier et qui va plutôt dans notre sens. Mais je ne voudrais pas dire une bêtise. Donc je préfère que Marine essaie de la retrouver. En attendant que tu la cherches, je ne vais pas vous répondre sur la 5G par rapport à la 5G parce que je n'ai pas assez d'éléments pour me positionner sur ce débat-là. En revanche, bien évidemment, on n'a pas forcément besoin des limites planétaires pour plaider l'interdiction d'une technique, quelle qu'elle soit, à partir du moment où on peut prouver qu'elle est néfaste à la santé. Mais vous voyez bien que, je vous donne un exemple parallèle, la problématique des pesticides, on voit le lobbying qu'il y a derrière et qui fait que les gouvernements français, mais aussi partout en Europe, n'avancent pas de la même vitesse pour interdire des pesticides qui sont malgré tout classés comme cancérogènes par l'OMS. Donc, et à l'inverse, il y a des cas où on arrive à faire interdire bien évidemment des molécules, mais on n'a pas forcément besoin d'une constitution écologique pour stopper ce type de technologie, si tant est qu'on a des preuves suffisantes pour démontrer l'impact néfaste sur la santé ou sur la biodiversité d'ailleurs, puisque la 5G, ça se pose aussi. Juste pour reciter plus précisément la décision du Conseil constitutionnel du 31 janvier 2020, dans cette décision, le Conseil a reconnu que la protection de l'environnement, patrimoine commun des êtres humains, constitue un objectif de valeur constitutionnelle qui peut justifier une atteinte à la liberté d'entreprendre. Donc oui, c'est une décision très importante. Ouais, c'est une décision fondamentale parce qu'elle fait vraiment jurisprudence et donc elle permet de contourner cette problématique-là qui a été posée donc, par cette conseillère d'État qui l'a joué sur ce... alors, c'est vrai que j'ai été auditionnée le 11 janvier, donc c'était un petit peu avant. Juste avant. Et c'est dommage parce que j'aurais pu avoir un peu plus de répartie si je l'avais eu sous le coude. Ok, alors si on prend un peu d'ampleur, au niveau international, on nous demande déjà si la France est en retard sur toutes ces questions et si jamais quelque chose de plus international, universel, sur le modèle par exemple des droits de l'homme, serait possible. Alors, ça dépend des sujets, mais sur les limites planétaires, moi c'est un plaidoyer que je mène auprès des Nations Unies puisque je suis même intervenue aux Nations Unies le jour de la Terre de l'année dernière, spécifiquement sur les limites planétaires et la nécessité de reconnaître ces limites comme des normes juridiques. Et il y avait des représentants de différents États qui étaient là, et voilà, de la société civile à New York. Donc c'est un débat qui est en cours. Qui s'inscrit en même temps, qui pour moi fait le pont avec les droits de la nature, hein, qui aide d'ailleurs à mieux comprendre justement cette philosophie des droits de la nature pour des gens qui ne la connaissent pas. Et c'est pour ça que j'avais parlé d'abord des limites planétaires à l'ONU.
cette conférence est organisée par une initiative de l'ONU qui s'appelle Harmony with Nature, en harmonie avec la nature, et qui m'avait encouragée donc à avancer sur ce sujet-là. En ce qui concerne les droits de la nature, il y a un projet de déclaration universelle des droits de la nature qui est en discussion depuis 2010, qui a été élaboré en Bolivie par une société civile mondiale, donc plein d'ONG du monde entier, mais aussi par des États qui étaient en accord avec cette déclaration. Mais elle n'a jamais réussi à passer le cap donc, d'une résolution de l'ONU pour lancer un travail diplomatique au sein des États, parce que bien évidemment, les États les plus riches n'ont pas du tout envie, pas plus que les limites planétaires, d'être contraints par ce type de réforme juridique. Mais il y a une pétition internationale qui circule depuis longtemps. Et puis, il y a des initiatives donc, qui sont menées même au niveau européen, et en particulier grâce à Marie Toussaint, qui est cofondatrice de Notre Affaire à tous, qui l'a présidée plusieurs années, et qui aujourd'hui est députée européenne, et qui essaye au sein du Parlement européen d'amener là aussi à l'agenda un débat sur la reconnaissance de la personnalité juridique des écosystèmes, le crime d'écocide, les limites planétaires, tout ce dont on vous parle aujourd'hui. Ce plaidoyer est en train d'être mené aussi au sein de l'Europe. Donc c'est une discussion qui se passe à tous les niveaux et qui pour moi doit se faire en même temps. Parce qu'on ne sait jamais, dans ce contexte-là, de la même manière que je travaille sur la reconnaissance du crime d'écocide en France, mais aussi par la Cour pénale internationale, on ne sait jamais à quel moment ça peut bouger quelque part. Et il suffit qu'un État prenne le leadership sur un sujet comme cela pour que d'autres États suivent, par exemple en Europe, ou à l'inverse, qu'il y ait une résolution du Parlement européen qui permette à des États de s'emparer de ces idées-là et de les rendre crédibles dans le débat. Voilà, donc c'est un jeu stratégique dans lequel on s'inscrit depuis une dizaine d'années et qu'on continue tous et toutes. Rapidement, je voudrais revenir sur la question que tu as reposée, Anaïs, dans le chat, sur les effets néfastes de la 5G. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose si on avait une constitution écologique ? Vis-à-vis de la 5G, je ne sais pas, mais ça me fait penser à une proposition de loi qui a été déposée le 11 mai dernier pour proposer de donner un statut aux biens communs. Les biens communs, Valérie aussi, je sais que tu as beaucoup évoqué le sujet avec Mireille Delmas-Marty, mais du coup, cette proposition pour inscrire les biens communs dans la Constitution, je peux vous lire l'article 1er de cette proposition. Donc, selon les rapporteurs, la conscience de l'interdépendance et la fragilité commune, la lutte contre le changement climatique, l'émergence du concept d'une seule santé suite à la pandémie du Covid-19 apporte une dimension nouvelle au caractère universel des valeurs qui fondent la République. Et du coup, le deuxième article de cette proposition de loi vise à subordonner à l'article 34, dont je vous ai parlé au début du webinaire, vise à subordonner donc à cet article la défense de la liberté d'entreprendre et de la propriété privée à celle du bien commun. Et cet article 2 dit « La loi détermine les mesures propres à assurer que l'exercice du droit de propriété et de la liberté d'entreprendre respecte le bien commun. Elle détermine les conditions dans lesquelles les exigences constitutionnelles ou d'intérêt général justifient des limitations à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété. » Donc ça pourrait être... C'est Dominique Potier qui l'a porté, et donc il a fait partie des débats annexes que l'on a eu avec Mireille Delmas-Marty, avec pas mal de scientifiques d'ailleurs, et les citoyens de la Convention. Et c'est parce que justement il a présenté cette proposition-là, qui est très bien, qu'il a répondu de façon un peu verte qu'il n'allait pas... comment dire, que sa proposition était déjà très bien et que c'était pas à lui de porter les propositions des citoyens au Parlement. Mais je pense qu'il est quand même bien intentionné, et s'il voit qu'il y a des choses intéressantes qui arrivent sur les bancs de l'Assemblée nationale, il les soutiendra. Merci. Alors, j'ai une autre question qui est sur la responsabilité. Comment faire porter la responsabilité des personnes dans le présent alors que ça concerne ce qui va arriver dans le futur?
là où ouais. Marine, tu veux Vas-y, répondre vas-y, de manière un peu technique? Non, je t'en prie, vas-y. Non, parce que moi, je vais l'expliquer simplement. Bah, c'était par rapport aux droits des générations futures Oui, c'est ça. et qui n'ont pas de droits actuellement, et c'est ce qu'on essaye de faire reconnaître aussi à travers cette proposition de modification de l'article 1er. Mais je peux comprendre que la question, dans le sens où on se dit, mais comment créer des sujets de droit qui ne sont pas encore nés, hein? C'est ça souvent qu'on nous rétorque en disant. Et ça, c'est contourné, effectivement, par le droit à un environnement sain, qui n'est pas encore un droit fondamental humain, que certaines constitutions ou certains pays ont reconnu, mais qui n'est pas encore reconnu de manière universelle par les Nations Unies, par exemple, à travers une modification de la Charte des droits de l'homme. Et le droit à un environnement sain comporte en soi une dimension transgénérationnelle. Et quand il y a eu des jurisprudences, c'est-à-dire des juges qui ont statué sur ça, que ce soit à travers des procès dits climatiques ou comme en Colombie par rapport à la forêt amazonienne, ils reconnaissent le droit à un environnement sain aux plaignants, qui sont des jeunes, et ils spécifient donc qu'ils reconnaissent ce droit à un environnement sain aujourd'hui, mais ils le reconnaissent aussi en tant que génération future, parce qu'ils sont aussi les générations de demain. Et à travers cela, ils protègent en même temps les personnes qui ne sont pas encore nées. Et cela peut permettre en fait je pense par exemple à l'agent orange au Vietnam, où le Vietnam a réformé son code pénal pour y inscrire le crime d'écocide suite à l'usage de l'agent orange par l'armée américaine, en spécifiant que ce crime était un crime. Alors, quand il parlait de la guerre du Vietnam, il disait c'est une guerre contre les non-nés, et il spécifiait que le crime d'écocide était un crime transgénérationnel, c'est-à-dire le fait de détruire un environnement qui aura un impact sur les générations futures. Ce qui peut permettre effectivement à des enfants qui naissent aujourd'hui avec des malformations de porter plainte contre les agissements américains. Mais bon, là, après, on se retrouve coincé par la confrontation des droits de chaque pays. Mais on peut véritablement y arriver de cette manière-là, à mon sens. Et pareil pour les procès climatiques. Certains procès climatiques ont été menés au nom des générations futures. Et je sais par exemple que les îles du Pacifique envisagent même de porter une question pour obtenir une opinion juridique de la Cour de justice internationale sur le droit humain transgénérationnel à un climat un climat stable. Enfin, ils peuvent pas dire un climat stable, c'est trop tard, mais en tout cas au fait que on lutte contre le changement climatique et que des responsabilités puissent être nommées de façon globale par rapport aux impacts que cela va avoir sur les îles du Pacifique et les enfants à naître. Maintenant, peut-être y aller de manière plus technique. Non, mais de manière générale, faire porter la responsabilité des personnes dans le présent quand les conséquences concernent le futur, c'est aussi ce qu'on a fait avec l'affaire du siècle. On s'est servi du droit à un environnement sain et on a dégagé un nouveau PGD sur le droit de vivre dans un système climatique soutenable. Et c'est comme ça qu'on a fait le recours contre l'État pour son inaction climatique, un recours en carence fautive, aux côtés de Oxfam, Greenpeace et la FNH. Et si je peux ajouter, je trouve que le jugement néerlandais, en expliquant que les juges ont considéré que l'État avait le devoir de protéger son territoire et sa population, c'est je dirais, les premières obligations de l'État, et qu'à travers cela, par cette obligation de protection de sa population, il devait lutter contre le changement climatique et donc baisser ses émissions de gaz à effet de serre. Et en parlant de population, il ne dit pas que c'est la population présente ou la population future. C'est l'État qui est garant des conditions d'existence de la population du pays, des Pays-Bas. Donc c'est une autre manière de présenter les choses. Après, il y a des projets universels comme le projet de
qui était menée par Corinne Lepage, de déclaration des droits de l'humanité, et pas des droits humains, hein, ou des droits de l'homme, des droits de l'humanité qui comportaient 6 droits et 6 devoirs, et qui posait justement ce principe de transgénérationnalité en disant nous, la génération présente, nous sommes les légataires des générations passées, et en même temps nous sommes dépositaires de devoirs vis-à-vis des générations futures. Et en l'inscrivant dans une déclaration universelle, à ce moment-là, on inscrivait de manière claire, si je puis dire, ces droits transgénérationnels. Donc il s'agit de poser des devoirs aux générations présentes vis-à-vis des générations futures. Merci beaucoup. Alors, il est 20h02. Du coup, on voulait finir à 20h. Donc, j'ai juste une petite dernière question qui a été posée. Alors, déjà, il y a plein de commentaires, plein de monde qui vous remercie beaucoup, que c'était très clair et qu'il y a plein de choses qui comprenaient beaucoup mieux maintenant. Du coup, voilà. Et la dernière question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, qu'est-ce que chacun d'entre nous peut faire pour que ça fonctionne, pour que ça marche. Je crois que c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, hein, c'est rester à l'écoute, suivez nos informations, nos premières réactions par rapport aux propositions qui vont sortir dimanche soir. On fera peut-être un autre webinaire pour faire le point tous ensemble si ça vous intéresse. Et surtout, donc à partir du moment où, et ça je vais laisser la parole à Marine, on va créer l'architecture de la campagne de notre institution écologique, nous soutenir pour montrer en fait aux citoyens le soutien des autres citoyens à leurs propositions et rendre encore plus fortes, plus visibles leurs revendications. Oui, juste pour compléter Valérie, même pas compléter, elle a tout dit, surtout suivez-nous, restez bien à l'écoute, parce que la mobilisation va continuer, il va y avoir des campagnes qui vont arriver, et ça va être important de tous être mobilisés, de tous se soutenir les uns les autres, de relayer les campagnes sur les réseaux sociaux, donc à suivre. Donc vous pouvez nous suivre sur notre constitution écologique, sur notre affaire à tous, selon par quel biais vous êtes arrivé jusqu'à ce webinaire. Voilà, mais on sera tous porte-parole. Ouais. Et pour finir, au niveau des sources, il y a quelques sources qui ont été données dans la conversation sur le Zoom, mais si jamais vous avez encore des interrogations, il faut les envoyer par mail. Voilà. Ouais, il y a le mail de notre constitution écologique ou le mail aussi, l'adresse contact de notre affaire à tous, c'est ça? Ouais, il y a plusieurs choix. Ok, merci beaucoup Valérie, merci beaucoup Marie. Merci à tous de nous avoir suivis. Et à bientôt. À bientôt, au revoir.